Écrivaine et traductrice, lauréate du prix de littérature Alberto Benveniste en 2014, pour l'ensemble de son travail, Rosy Pinas del Puech construit une œuvre autour d'un rapport au monde qui passe par le rapport aux langues et explore la condition d'étranger. Née à Istanbul, dans une famille polyglotte, elle a étudié la philosophie en France avec Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas, puis enseigné la littérature et la philosophie en Israël. Elle est traductrice de l'hébreu et dirige la collection Lettres hébraïques d'Actes Sud depuis plus de 20 ans. Rosy Pinas del Puech, un des rares écrivains turcs de langue française, est l'auteur, entre autres, de Insomnia, une traduction nocturne chez Actes Sud, de 2 textes autobiographiques aux éditions Bleu Autour, Suite byzantine, et Anna, une histoire française, où elle se situe à la frontière entre les langues qu'elle habite. Le français, de son père, le judéo-espagnol de sa grand-mère, le turc d'Istanbul, où elle est née, et l'hébreu qu'elle traduit à Paris. Suit le récit L'angoisse d'Abraham, en 2016, toujours chez Actes Sud. Elle propose ici un voyage dans l'espace et le temps d'Orient vers l'Occident. Une histoire d'immigration contrariée, faite de malentendus, de chagrin d'amour fou pour une langue. Un pays, le français de France, puis l'hébreu d'Israël, et une exploration géographique et intellectuelle autour d'un centre inexistant et impossible à cerner. Comment l'hébreu? Pourquoi Israël? Pourquoi juif? Et surtout, comment devient-on étranger? Un statut difficile mais passionnant qui interroge en profondeur notre actualité mondiale. Aujourd'hui, ou plus exactement le 6 octobre prochain, sort en librairie son tout dernier ouvrage, Le typographe de Whitechapel, encore chez Actes Sud, qui raconte comment au début du XXe siècle, Joseph Haïm Brenner réinventa l'hébreu moderne. Grâce à ses traductions, Rosy Pinas del Puech nous a fait découvrir en français des écrivains comme Yaakov Shabtai, Orly Castelblum, Edgar Keret, Ronit Matalon ou Ishai Zarid. Elle est en résidence au château de Lavigny pour 2 mois dans le cadre du programme Gilbert Musy. Et elle donnera une masterclass au Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne au mois d'octobre prochain. Donc, je vais vous lire quelques extraits d'un livre dont vous aurez la primeur parce que on l'a reçu ici l'autre jour, mais il n'est pas encore en librairie. Il le sera à partir du 6 octobre. Donc, c'est aussi une primeur et vous êtes mes premiers auditeurs. Je vous lirai le début. Et j'ai pas envie de vous en lire beaucoup, parce que j'ai envie que vous le lisiez chez vous. Donc, ça commence en exergue par 2 petites citations. Comme le Christ a dit qu'eussent fait les pierres si les enfants d'Israël ne leur eussent donné une voix. L'extrait de Jacques Lacan dans les Écrits. Et la 2e citation, « À l'heure où la parole est née, dit la légende, le monde entier était immobile et silencieux. » C'est de Chaim Nachman Bialik, l'un des écrivains fondateurs de l'hébreu moderne. Et donc ça commence par un chapitre, plutôt une partie qui s'appelle « Brouhaha ». Il est près de minuit, l'autobus brinque-balle et traverse à toute allure des banlieues désertes, éclairées par la lumière orange des réverbères. C'est le dernier autobus. Il part de la centrale électrique Reading, au nord de la ville, descend le boulevard Max Nordau, tourne à droite dans l'avenue Ehrengbyrol, plantée de palmiers en son milieu. Il roule très vite, s'arrête à peine aux stations, cueille les voyageurs au vol. Un jour, dans sa hâte de repartir, du temps où des bombes humaines faisaient exploser les bus,
Il avait embarqué la jambe d'un passager et laissé son corps sur le trottoir. Le vieux monsieur en était mort, mais c'était un matin et c'est une autre histoire. Il arrive sur la place Rabin, où cohabitent mannequin blafard du centre commercial et flamme du souvenir du ministre assassiné. Tourne à gauche dans le boulevard du roi Saül, fou amoureux du roi David, s'arrête devant le London Minister, embarque une flopée d'adolescents partis faire la fête, quitte la ville sur un rocher calcaire où est installé le QG militaire et s'élance vers l'obscurité trouée des réverbères oranges qui éclairent les routes du pays. Les vitres du bus sont baissées. Un vent frais souffle à l'intérieur. Ce n'est pas encore le printemps. Il fait plutôt froid la nuit et déjà un peu chaud le jour. Les jeunes adolescents jacassent, la voix criarde, avec des aigus et des graves mal réglés. Ils parlent vite, l'acné sur le visage, travaillés par les hormones, pressés de tout dire chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, encombrée d'appareils d'orthodontie. Leur accent est un mélange d'américains des chansons, d'arabes de l'argot, de russes et de yiddish, qui traînent encore derrière l'hébreu sioniste créé au tournant du XXe siècle. Derrière moi, dans ma nuque, presque, une jeune fille roucoule en russe dans son téléphone mobile. J'écoute hypnotisée, sans rien comprendre. Les ados hurlent, ont des fous rires. Le bus s'arrête à la station des Tués de Babylone. Une vieille dame descend et se perd dans l'obscurité de la route. Les quartiers de banlieue se succèdent dans un bric-à-brac construit à la hâte. Logements de 3 ou 4 étages sur pilotis, en mauvais ciment mal vieilli, rongés par l'humidité saline, mais les frangipaniers, hibiscus et lantana, qui poussent à l'état sauvage, les rendent aimables pendant le jour. Un vieux couple se dispute dans un mélange d'arabe et d'hébreu, immigrés venus du Maroc il y a des lustres. Autrefois, des hommes âgés parlaient et riaient en yiddish. Ils sont tous morts avec le temps. Une voix enregistrée égrène les stations. Herzl, avec l'accent d'antan, celui d'Europe de l'Est. Les autobus vieillissent vite. Les essieux les secouent. Pardon, les essieux me secouent. La langue change vite. Je l'entends à chacun de mes séjours et je me demande chaque fois comment tout cela tient ensemble. Les gens, les immeubles, les quartiers, les accents, les immigrations diverses, les travailleurs temporaires et clandestins, érythréens, soudanais, philippins, nigérians, les échangeurs d'autoroutes, le trafic et les trains, le tout lancé à toute allure dans un espace minuscule qui se donne des airs d'une planète à part. Je n'en finis pas de lire ce pays, de l'écouter. Il est un texte en cours qui s'écrit par-dessus un palimpseste que j'essaie de déchiffrer tous les matins quand je lis les mots de l'hébreu que je traduis. Miroir du monde, chambre d'écho. Quelques mois plus tard, en juin, il est 2 heures de l'après-midi, je suis en vacances dans un village du golfe de Laconie. Étendu sur une chaise longue, j'essaie de lire un livre. Devant moi, un champ aride, jaune, et tout au bout, le bleu de la mer que j'aperçois à travers un rideau de tamaris. Dans mon métier, je suis transporteuse de langue. Les vacances sont rares. Nous mettons longtemps à transporter notre cargaison de mots
d'une rive à une autre. Et souvent, nous repartons aussitôt avec un autre chargement. En hébreu, un seul et même mot désigne la rive d'un fleuve, le bord, la lèvre, la langue que l'on parle. Saf, safa. D'où cette métaphore du gué qui me vient. D'un bord à l'autre, du mot se glissant d'une lèvre à l'autre, parfois je me sens comme une bègue dans cette langue ancienne nouvelle. Comme Moïse qui était bègue, dit-on. Et toujours, en Laconie, face à la mer, avec ce livre ouvert sur mes genoux, dont l'auteur se dérobe à moi depuis des années, j'ai pensé à ce moment fondamental de la culture occidentale où la Torah hébraïque est traduite en grec, devient Bible, et de traduction en traduction se répand dans le monde. Le Talmud se demande longuement si cet événement qui ouvre ce texte aux autres, mais crée aussi de tragiques malentendus, fut une bonne chose ou non. Si un incendie survient le jour de Shabbat, se demandent les sages, faut-il sauver la Torah, traduite? Faut-il sauver les marges, les espaces blancs, posant ainsi le problème même du statut du livre dans la culture humaine, de sa matérialité, de sa lisibilité par le commun des mortels. La veille, à Delphes, devant le regard indéchiffrable du ou de la sphinx de Naxos, j'étais restée longtemps clouée devant cette créature extravagante, comme s'il ou elle me renvoyait à l'illisibilité de mon destin. Pourquoi cette langue, l'hébreu? Pourquoi ça ne me lâche pas? Pourquoi ce livre sur un écrivain que je ne parviens même pas à lire, ni à traduire, mais autour duquel je tourne depuis des années? Et soudain, j'ai de nouveau baissé les yeux, distraitement, vers le livre sur mes genoux. Les paquets de lettres agglutinées sans air entre elles, sans voyelles, se sont déliés, ont formé des mots, puis des phrases, qui ont libéré une voix toute simple, presque laconique. Je cite, « Je me suis fait un petit carnet en papier lisse et je vais y écrire quelques notes et croquis de ma vie, entre doubles guillemets, car je n'ai pas d'avenir ni de présent. Il ne reste que le passé. Et même ce passé n'est pas celui d'un héros, parce que moi-même, je ne suis pas un héros, mais un jeune instituteur d'hébreu dans ce village. Pourtant, bien que je ne sois pas un héros, je veux noter mon passé, celui d'un non-héros. Celui des héros a été écrit pour le monde, et c'est pour eux que le monde s'agite. Mon passé à moi, celui d'un non-héros, je l'écris pour moi et en cachette. Et cette préface est suffisante. Nous sommes au tout début du XXe siècle, en 1901. Celui qui trace les premières lignes de ce premier roman, En hiver, le nom du roman, a une vingtaine d'années à peine, et il écrit dans une langue qui n'existe pas encore, l'hébreu moderne. Ses phrases ressemblent au petit carnet cousu main qu'il s'est bricolé. Ses tournures sont rugueuses. Il y a comme une gangue autour des mots, une coquille d'où sort un volatile encore boiteux. Et en même temps, c'est d'une simplicité, d'une maladresse volontaire dont il ne se départira jamais. Ses modèles sont Gogol et Dostoïevski, et un grand écrivain juif, précurseur, qui écrit en yiddish et en hébreu, Mendele Mocher Sfarim, un nom de plume qui signifie en hébreu Mendele, marchand de livres.
colporteur d'histoire en quelque sorte, l'un des plus beaux métiers du monde. Et donc je suis partie sur la trace de ce très jeune écrivain qui pratiquement porte sur le dos, au cours d'un long voyage intellectuel qui dure une vingtaine d'années, qui part de Russie, qui séjourne à Londres, c'est la raison de Whitechapel, qui se fait typographe de la langue et qui part après en Palestine, et mon histoire s'arrête en 1914 avec la naissance tout à fait improbable dans un lieu à la fois nécessaire et improbable et dramatique. Voilà, dédié la lecture de ce texte. Il y a quelques années, le journal Libération avait fait une série d'été, comme ils ont l'habitude d'en faire, et ils avaient demandé à des écrivains, ils avaient posé la question, d'où écrivez-vous ? Donc, comme on est en pleine résidence, en train d'essayer d'écrire chacun, ou de ne pas écrire, ou de divaguer, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil à notre présence ici, et surtout des remerciements profonds. Donc, d'où écrivez-vous ? Réponse, d'où j'écris, du lieu le plus proche de ma table de travail. Où elle se trouve ? Dans un quartier limitrophe, non loin de la Bièvre qui coulait par ici, de l'île aux singes qui a disparu, de la Santé entourée de murs noirs, c'est une prison, de Sainte-Anne, c'est l'hôpital de fous, au jardin étrangement silencieux, où les allées portent les noms d'Artaud, Baudelaire, Van Gogh, mais où l'on ne croise jamais personne. Entre les criminels et les fous, ça vous rend, comment dire, un peu éphémère, un peu conscient de l'extrême versatilité des destins humains. Un jour comme ci, un jour comme ça, un jour ici, le lendemain là-bas, éternel locataire de lieux de passage. Où j'étais auparavant, c'est toute une histoire. Nous revenions de l'étranger, comme on dit, d'un pays fondé par les étrangers de la terre, je veux dire d'Israël. Comme toujours, il y avait pénurie d'appartements à Paris. Où se loger ? Un petit miracle s'est produit. Dans un coin de la vitrine poussiéreuse d'une agence immobilière, nous avons trouvé un appartement délabré, rue de la Clé. J'attache de l'importance au mot rue de la Clé. C'était un signe du destin. Il y a des lustres. J'étais arrivée d'Istanbul en France pour étudier, par amour fou de la montagne Sainte-Geneviève, où à l'époque je n'avais pas pu me loger. Je m'étais retrouvée en banlieue grise, déception cuisante dont je prenais enfin une revanche tardive. Situé dans une cour intérieure, l'appartement était sombre. Le soleil passait dans le carré de ciel au-dessus de nos têtes, entre midi et 16 heures, heure à laquelle, même en plein juillet, il fallait allumer des abat-jours. Je travaillais au fond d'un long couloir, dans un petit débarras, sans fenêtre, aménagé en cellules. Quelques dictionnaires, une vidéowriter, ancêtre de nos portables actuels, une longue planche fixée au mur et une chaise. Après la lumière du Proche-Orient, les hivers étaient longs et sombres, se refaire une petite place à Paris était difficile, et la rue de la Clé, loin d'ouvrir des portes, me faisait l'effet d'une prison. Pardon. Un jour, le propriétaire de l'appartement, un océanographe du Jardin des Plantes, est revenu de ses océans et a réclamé son bien. De nouveau, urgence, agence immobilière pour rester dans le quartier,
près du collège, du conservatoire, des copines de ma fille. Et c'est ainsi que, quittant la rue de la Clé, nous nous sommes retrouvés à 2 pas de la Santé, mais avec un balcon et le ciel qui coule du matin au soir dans l'appartement. L'histoire n'est pas finie. Le temps a encore passé et nous avons changé de millénaire. Cette année-là a eu lieu une grande exposition Courbet que je connaissais mal. J'ai eu envie de le découvrir. Sa peinture a été un choc. J'ai aimé et j'ai appris. De retour à la maison, dans la nuit, j'ai souvent des insomnies, mais pour lire surtout. J'étais en train de feuilleter le livre que je venais d'acheter, Courbet et la Commune, quand soudain, je tombe sur une page avec un plan de la prison Sainte-Pélagie où fut enfermé le peintre en 1871 pour cause de participation active à la Commune. La prison formait un rectangle délimité par la rue de la Clé, celle du Puy de l'Ermite et de la Cépède. Elle comprenait 3 cours intérieures. Il y a une peinture de Courbet, portrait de l'artiste à Sainte-Pélagie, où on le voit, je cite, appuyé contre la grille de sa fenêtre, regardant la cour de Sainte-Pélagie, où les arbres sont frôlés par le soleil couchant. Dans le silence de la pleine nuit, j'en avais le souffle coupé. D'après les plans reproduits par le livre, nous avons habité dans la cour intérieure, médiane de la prison. Il n'y avait pas d'arbres dans la cour de la rue de la Clé, mais s'il y en avait eu, ils auraient été frôlés par le soleil couchant de juillet. La prison comprenait 4 étages. Nous habitions le 4e étage. Et dans ma petite cellule, je me sentais en prison, en plein 5e arrondissement, avec la rue de la Clé à la clé. Et le nom, rue de la Clé, selon les historiens, les rues portent souvent le nom d'enseigne. Et dans la rue de la Clé, il y avait une enseigne de serrurier, juste à côté de la prison. Les prisonniers en riaient, et moi aussi. J'ai des photos de lieux d'écriture bizarres. Une résidence d'écrivain près de la barrière judaïque à Bordeaux, à la lisière de la ville, là où peut-être les étrangers devaient s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas droit de citer. Une chambre d'hôtel à Edirne, ancienne capitale de l'Empire ottoman, à la frontière turco-gréco-bulgare, qui accueillit mes ancêtres dans cette vallée fertile arrosée par 3 fleuves. Ils s'installèrent dans une boucle de fleuves, comme aussi... J'ai presque fini. Pardon. Comme aussi à Tolède, et aussi, un jour, dans le Lower East Side de New York, habité aujourd'hui par des immigrés chinois, où j'avais aperçu une rue obscure et étroite qui descendait vers l'eau. Ou bien j'imaginais cette rue, la possibilité d'un point d'eau où se laver, où laver son linge, ou fuir, partir. À Paris, dans un des coins où je me promène, il y a un trottoir en demi-lune, planté de prunus et d'une sanisette en guise de fleuve, pour les Roms qui y ont élu domicile. Toujours en bordure, à la limite, dans l'entre-deux, entre 2 quartiers, des pays, des langues, c'est là que je trouve ma place, dans le mouvement, dans le passage, en attendant un train, dans l'anticipation du voyage. Puis à la fenêtre du wagon, à une place isolée, en marchant inlassablement dans les villes, là où nos pieds nous mènent, à notre insu et à leur rythme, qui deviendra peut-être un jour celui d'une phrase. En fin de compte, d'où j'écris, de là où je n'écris pas,
quand les mots finissent par arriver sur le bureau, au bout des doigts sur le clavier, ils sont souvent rapportés de loin, dans le temps et dans l'espace. Comme les docks, où on décharge de la marchandise fabriquée ailleurs, d'origine inconnue, passée en contrebande, des mots de partout et de nulle part, que l'on découvre à mesure qu'on les écrit.